Bon, c'est une doyenne domestique qu'on a installée ici, des belles machines déjà, qui sont installées sur des mâts de notre propre fabrication. C'est nous qui avons fabriqué les mâts, qui fabriquons nos mâts en interne chez nous. Donc c'est quand même important de le souligner, on est artisan, on est installateur d'éoliennes, et en plus on fabrique nos propres mâts. On s'est lancé sur ce projet de fabrication de mâts lorsqu'on a vu qu'il n'y avait pas d'acteurs en France, puisque le petit éolien, finalement en France, il n'y a pas réellement de marché, c'est quelque chose qui ne prend pas spécialement, contrairement aux pays un peu au nord Europe. Ça peut s'expliquer par plusieurs phénomènes. Et donc du coup, nous, pour avoir une gamme de mâts constante sur différents types de machines qu'on installe, on n'a pas eu trop le choix que de lancer notre propre gamme de mâts. Donc là, on est sur de mâts autoportants, basculant hydraulique. Donc, vous voyez, c'est fait en 3 morceaux. Donc nous, on a voulu faire nos propres mâts pour vraiment maîtriser cette partie-là. C'est une partie importante d'une installation, donc c'est pas aubané. Vous voyez les haubans, vous voyez ce que c'est. Donc c'est gênant, c'est pas très esthétique. On est sur d'autoportants et on a un système hydraulique ici. Donc on va fixer un vérin sur cette partie plaque ici, là. Et ici, donc on fixe un vérin. Ici, nos boulons, c'est la partie charnière. Et ça nous permet de basculer l'éolienne. Donc ça a beaucoup d'avantages. Il y avait un fabricant en France qui fabriquait des mâts autoportants fixes d'un seul morceau de 11 mètres. Donc on doit dire, quand on fait des installations, moi je vous parle de la partie purement installation, je suis installateur, je ne suis pas ingénieur rose, je suis installateur d'éoliennes. Donc du coup, quand on faisait nos installations, c'était compliqué parce qu'on avait un seul poteau de 11 mètres par exemple, et il faut le balader chez le client tout simplement, donc c'était assez complexe. Donc là l'avantage c'est qu'on est en 3 morceaux, ça se transporte facilement. Quand on a fait la livraison ici, c'était sur une remorque, on avait une remorque, les 3 mâts étaient dessus, plus le premier tronçon qui était un peu lourd. Et puis voilà, ça s'installe tout seul. Moi les installations là j'ai fait tout seul. Donc les 3 je les fais tout seul. C'est une question de méthodologie et d'équipement. On est équipé pour. Donc là-haut on a une machine de 185 kg et c'est en puissance, on est sur du 3,5 kg de puissance nominale. On va dire puissance nominale, mais c'est sa puissance maximale que l'on va tirer au niveau des onduleurs. Alors c'est une génératrice, donc si on l'emmène plus loin que sa capacité de régime réellement, on va pouvoir monter plus en puissance, mais c'est pas le but. 3,5 kg c'est sa puissance nominale. Donc voilà, c'est une propale, comme vous le voyez. On le voit bien, de toute façon elles ne sont pas toutes dans la même position, donc lorsqu'elles tournent, on voit l'effet du vent et cette perturbation que l'on a sur des hauteurs telles que celle-ci, c'est qu'elles ne sont jamais ensemble, elles ne travaillent jamais ensemble. Elles sont tout le temps en train de danser en fait, comme un ballet, c'est vraiment chouette à voir. C'est vraiment chouette. Donc en fait c'est le premier triptyque qu'on faisait comme ça d'éoliennes, 3 éoliennes posées sur le même site. C'est la première fois que je faisais cette installation, donc bien évidemment de temps en temps sur un site on le fait. Et cette installation m'a donné l'occasion de revendre exactement la même chose à Bougnay sur Nantes Aéroport. Donc on propose des thermolacages, on peut les mettre de la couleur qu'on veut, rose, vert. On en a fait des fois en vert, pour que ça se confonde vraiment dans le paysage. Voilà, on peut faire toutes les couleurs. C'est plus sympa comme ça, donc on a une galvanisation à chaud qui est faite bien sûr sur l'acier. Et après on fait un micro-sablage dans une entreprise spécialisée qui nous fait un thermolacage. Là c'est typé bord de mer, donc normalement ça ne doit pas bouger. On a pris un VE extérieur. Donc moi en fait j'ai donné les lignes, j'ai donné le design. Je dis voilà je veux un mât comme ça, fait avec par exemple, tout bête mais vous voyez là la partie entre les deux, c'est pas une bride qui a été achetée toute faite qu'on boulonne. C'est volontaire, c'est taraudé, c'est du diamètre d'étu, vous voyez on voit le cordon de soudure. Enfin, tout ça c'est ma demande. La charnière, c'est ma demande d'avoir une charnière telle que celle-ci, d'avoir un système de basculement tel que celui-ci. Et après, lui, il a mis, donc c'est lui le dessinateur, et puis il a calculé les contraintes pour, par exemple, que le mât, la fréquence qui va se balader dans le mât soit éloignée de celle de la génératrice. C'était une exigence de notre assurance. Ça évite les bruits trop importants. Et puis après, respecter, oui, les contraintes sur l'acier, quoi. Là on est sur des mâts particulièrement rigides en mât. Bon, on a fait des petites modifs encore sur la génération juste après, on a fait des modifs mais c'est normal, on fait des modifs au fur et à mesure, quoi. Donc là on a ça, c'est ce qu'on appelle la série 3 chez nous qui est déclinée sur plusieurs machines. Sur la Winspot qu'on a là-haut, on peut mettre des machines allemandes jusqu'à 7,5 kg sur ce même mât là. Et après on a un mât de série 2 et on a fait un mât de série 1 fixe parce que bon, le système de... Ça nous coûte excessivement cher d'avoir cette partie charnière en fait. Il y a quand même une réalité économique parce que c'est beaucoup de métal supplémentaire et beaucoup de temps en soudure. Ça rajoute du poids. Donc on a fait une série 1 fixe pour des machines jusqu'à 110 kg à peu près, enfin, si on parle de poids, qui permet d'avoir un mât 2 fois moins cher tout de même à la fabrication. Là le mât c'est le prix de la génératrice, ça vaut le même prix. Le mât à la génératrice en prix de revient c'est la même chose à peu près.
Et si on rajoutait un transport sur le mât coûterait plus cher que la génératrice. À savoir quand même. En France, dans le petit éolien, donc il y a un code de l'urbanisme qui dit que en dessous de 12 mètres, le mât plus la génératrice, les petites éoliennes sont exemptes de toute démarche administrative. Théoriquement, on n'a même pas à faire une déclaration de travaux. D'accord ? Chez nous, on a pris l'habitude de le faire systématiquement tout de même pour avertir le maire, attention, on va mettre une éolienne, parce que bon, ça se voit un peu dans le paysage quand même. On pourrait être refusé d'une éolienne sur un mât de 20 mètres, par exemple, en zone ABF, et mettre 50 petites machines comme ça dans un champ. Hein. En zone bâtiment de France, hashtag des bâtiments de France. En zone protégée, par exemple, en bâtiment de France. Tout de même, une petite déclaration de travaux avant, quand on installe voilà, une, deux ou trois petites machines comme celle-ci. Ça permet d'avoir un courrier retour de la mairie nous disant voilà, votre demande n'est pas soumise à la déclaration et puis on classe le dossier. C'est ce qu'on a fait à chaque fois. Et on ouvrit d'ailleurs le dossier avec voilà, normalement c'est pas on met un courrier d'accompagnement disant normalement ces installations ne sont pas soumises à déclaration, cependant à des transparences, on vous envoie une déclaration, on vous joint quelques courriers de mairie, des services d'urbanisme d'autres mairies qui ont traité ce type de dossier. Donc quand ils voient 5-6 courriers de mairies autres qui répondent bah ouais, non, vous n'êtes pas soumis, vous n'êtes pas soumis, vous n'êtes pas soumis en classe, en général ils nous répondent c'est classé quoi. Sans suite, c'est classé sans suite. Ça ne se développe pas vraiment en France pour des contraintes peut-être aussi de hauteur. Hein. Si on pouvait les mettre 10 mètres de plus, ça serait mieux, elle tournerait plus fort aussi. Peut-être que ça arrivera un jour. Aujourd'hui, une éolienne n'est pas soumise. Quand un tracker solaire, vous voyez, un tracker solaire, des panneaux sur axe, 2 axes par exemple, on en fait en ce moment, ça c'est obligation de déclaration de travaux. Pas l'éolienne. Donc c'est comme ça, hein. C'est la réglementation. Donc on fait avec. Je suis monté à Rennes avec M. Lucas, on est allé voir une grande éolienne et c'est vrai qu'elle faisait pas énormément de bruit. À 5 mètres on avait des bruits. Mais celle-ci non, pas du tout. Hein. Pas du tout. Aucun effet. Ça vibre sur le mât, c'est tout. Voilà, c'est ça, le seul bruit qu'on entend, c'est le mât qui va mettre une petite fréquence, ce qui est normal, hein, c'est un tube, hein, c'est trop. Hein, là, elles sont particulièrement près des chambres qui sont là. Bah oui. Mais ça peut se réduire, ce phénomène acoustique, s'il est dérangeant. Et là, une fois de plus, les chambres, elles sont... c'est un super exemple hein, pour nous. Hein. Quand on nous dit ça fait du bruit, regardez, à l'hôtel, c'est parlant. Hein. J'amène dans nos bureaux, c'est pareil, hein, on entend un tout petit peu le mât de temps en temps parce qu'on l'écoute. Il faut le dire, est-ce que vous entendez? Autrement, les gens n'entendent pas. Voilà, faut pas s'arrêter en tout cas avec ça. Ouais, ça tourne, allez, c'est un jour sur 3. Un jour sur 3. En moyenne. Un tiers du temps. Quoi. Un tiers du temps. Ici, pas plus. Et forcément. Parce que ça tourne jour et nuit aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Si ça tourne la nuit, bon. Ça tourne la nuit. C'est pas. Et oui. Il n'y a pas de stockage d'énergie. Non, on le consomme. C'est consommé tout de suite. D'accord. Et vous alimentez quoi alors avec ces éoliennes Ne serait-ce que la déshumidification de la piscine, l'énergivore. D'accord. Rien que ça déjà, ça nous soulage. D'accord. Je l'ai vu moi sur les factures. Après au début quand on n'avait pas de. J'ai vu quand même que cette facture est bien descendue quand même. Hein. À une époque quand ça tournait énormément. Quand j'ai eu 15 jours de vent, je vois sur la facture c'est un incidence quand même. Ah oui. C'est pas négligeable. Mais je suis pas très énergivore. On est bien isolé, regardez, à l'intérieur vous verrez par vous-même, j'ai pas de chauffage. Dans le bâtiment, j'ai pas de chauffage. Quand il faisait 6 degrés la nuit, la journée, j'ai jamais mis de chauffage. Rien à faire. Franchement, on n'intervient que lorsqu'elle se tombe en panne. On n'intervient pas avant. Alors nous on a installé dans un Lidl à... Ah bah c'est à Montpellier tiens, non c'est Toulouse. Comment ça s'appelle? Fenouillet, vous connaissez Fenouillet? C'est pas loin. C'est Montpellier. C'est Montpellier, oui. Merci. Une comme ça qu'on a installée, c'est au sud. Sud-est. Donc là dans un Lidl forcément, eux ils veulent qu'il y ait de la maintenance, ok, enfin s'ils veulent, mais franchement il n'y a rien à faire. Rien à faire. Ça serait ridicule de me faire intervenir pour une maintenance. Quoi. Le coût de la maintenance finalement ne permettra pas d'empêcher une panne de toute façon. Puisqu'on n'a pas, c'est de la mécanique très simple, hein, c'est des roulements, ça n'empêchera pas. Donc ça va faire quoi? Je vais la descendre, je vais regarder les pales, on va nettoyer les pales, on va la remonter, mais ça n'empêchera pas que la pale, entre deux maintenances, qu'elle va casser quoi, ou qu'elle va se délaminer. Hein. Souvent ça se délamine une pale. Ah ouais, mais le problème avec le génie civil, on est pas loin de 100 000 €. Quoi. Mais bon, tout compté. Ok. C'est les prix, ouais, effectivement. Hein, c'est des beaux projets.
Et même s'il n'y a pas d'exploitation maintenant, s'il y a des pièces d'usure, enfin dans 10 ans, 20 ans, on peut imaginer une durée de vie ou... Ouais, alors la durée de vie est donnée pour 20 ans sur des machines comme ça, parce qu'en fait c'est des aimants, hein. Il y a, c'est simple, un rotor, un stator, tu demandes vers un an et puis ça tourne. Après, ils peuvent perdre un peu en magnétisme avec le temps. Donc sincèrement, on n'en fait pas depuis assez longtemps, malgré que mon entreprise a 10 ans, ça fait pas assez longtemps qu'on en fait pour s'apercevoir qu'on a vraiment une perte à ce niveau-là. Donc je dirais à part une maintenance sur une pale pour une dans le Finistère, c'est tout ce qu'on a fait sur cette machine-là. Pour me présenter, Pierre Collin, de l'ALEC de l'Ain, je suis chargé de projet énergie à l'ALEC de l'Ain. Donc j'accompagne les professionnels du département de l'Ain dans toutes leurs questions énergétiques, rénovation, voilà, c'est simple. Merci, moi je suis donc Bernard Val, donc à Métis sur Bourg, et notre activité à la direction territoriale, c'est d'accompagner d'abord les collectivités locales sur tous les sujets qui concernent la distribution de l'électricité. Le sujet du moment de hier soir et cette nuit, c'est il n'y a pas de courant, qu'est-ce qui se passe et quand est-ce que ça va revenir. Donc c'est un peu la chose qui arrive un peu de temps en temps. Et puis après, c'est tous les projets qui tournent autour de la transition énergétique, les rénovations des bâtiments, c'est l'installation de projets de panneaux photovoltaïques, c'est aussi les données de consommation, c'est le déploiement des compteurs communicants, et puis aussi accompagner les collectivités sur les projets d'urbanisme. Qu'est-ce qu'il faudra envisager pour mon projet de 300 logements, quels seront les besoins de réseau. Voilà, c'est un peu notre activité à la direction territoriale. Et donc, je pense que je vais très certainement les transformer que j'avais prévu, puisque je pas de raccordement, mais bon, je pense que ce ne sera pas forcément le sujet. Le sujet serait plutôt de dire il y a la production d'énergie renouvelable, il y a aussi un réseau. Et le réseau, il a toute sa place dans la transition énergétique. Donc on avait prévu quelque chose d'assez large, avec pas mal de contenu. On va peut-être vous demander aussi, en petit comité, est-ce que vous voulez qu'on approfondisse ou si on passe rapidement sur certains sujets, donc ça ne prenne trop de temps non plus. Donc pour commencer, un petit contexte historique et cadre réglementaire donc sur les ENR en particulier. Les ENR, donc, on parlait de l'éolien. Les premières éoliennes, c'est des moulins avant, donc en 600. Donc, pas mal de temps. Ensuite, dans les années 1800, découverte de l'effet photovoltaïque. Première éolienne aussi destinée à produire de l'électricité. Ensuite, en 1900, après-guerre, on va dire, développement d'éoliennes haute puissance cette fois-ci, donc vraiment pour produire de l'électricité destinée au réseau. Première cellule photovoltaïque en 1950, 54. Ensuite, développement notamment du photovoltaïque pour le spatial, pour les satellites, qui a permis de faire émerger vraiment le photovoltaïque dans nous. Première centrale photovoltaïque en Europe, donc c'était en Belgique, on l'a mis en 1983. Et premier système photovoltaïque relié au réseau, c'était dans l'Ain. Voilà. Donc pas très loin d'ici, en 1992, et on verra, on a un petit retour d'expérience parce que c'est l'association ESBUL qui l'a installé, qui est sur Lyon, qui l'a installé il y a un peu plus de 30 ans, à peu près 30 ans. Donc on a un petit retour d'expérience pour voir au bout de 30 ans qu'est-ce que ça donne. Et en 98, les premières éoliennes dépassent le mégawatt, ça c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, les grosses éoliennes. Alors le petit éolien, c'est quelques chiffres, c'est voilà, des chiffres donnés par des informations données par l'ADEME. D'abord, on a déjà eu pas mal d'informations. Donc en ordre d'idée, on a vu voilà, quelques kilowatts, c'est à peu près 10 000 € par kilowatt, c'est à peu près là-dessus qu'on était. Supérieur à 10 kW, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que plus la puissance augmente, plus le coût va diminuer. Aujourd'hui, il n'y a pas d'aide sur le développement du petit éolien parce que, bah, on voit un petit peu après, c'est pas considéré par l'État comme viable économiquement. On en a parlé aussi. Donc il y a, c'est pour cette raison principalement qu'il n'y a pas d'aide, et aussi parce qu'on a beaucoup de mal à estimer une production. On a parlé à 12 mètres, et
à 50 mètres déclaration, il y a une déclaration à faire. Et dans tous les cas, normalement, il peut être demandé, en fonction aussi si on a les architectes de bâtiments de France autour, une évaluation environnementale et du projet. Donc ça passe par exemple par la déclaration préalable en mairie. Pour le photovoltaïque, est-ce que ça s'affiche? Ok. C'est bon. Pour le photovoltaïque, il y a première chose à savoir, on peut faire une installation jusqu'à 3 kW sans passer par un installateur agréé si on ne revend pas l'électricité. Si on veut revendre l'électricité ou une installation supérieure à 3 kW, il faut obligatoirement passer par un revendeur agréé. Sinon, on ne pourra pas revendre l'énergie et Enedis va accepter le raccordement. Au niveau administratif, il peut y avoir une déclaration préalable demandée, un permis de construire en fonction de la taille qu'on pourra voir après, du projet, une étude d'impact. Il y a la demande de raccordement à faire auprès d'Enedis, un consuel, un contrat d'obligation d'achat si on revend une partie de l'électricité ou la totalité de l'électricité. Et ça peut être soumis aussi si on revend aux voitures, tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité, c'est une part de droit public. Pour information, sur le photovoltaïque, on a des tarifs d'achat qui sont réglés, des primes à l'investissement aujourd'hui, sur la vente de surplus. Donc, auto de consommation à la vente de surplus, il y a une prime à l'investissement. Et tout nouveau, il y a une prime à l'intégration qui revient, qui avait disparu il y a quelques années. Donc là, c'est pour information le tableau de la prime à l'intégration. Vous aurez la présentation plus tard si besoin, c'est pour ça que je passe un petit peu vite. Ça aussi, je vais passer très vite parce que c'est un petit peu vague, mais c'est pour montrer que voilà, en fonction de la puissance, et si l'installation est au sol ou en toiture ombrière, c'est considéré pareil aujourd'hui au niveau du cadre réglementaire. Voilà, il y a différentes choses qui sont demandées en fonction de ces paramètres. Alors, ce que je disais tout à l'heure, la centrale qui est installée à Lille dans l'Ain, qui a été installée en 92 par Escul. Donc la première installation française de reliée au réseau. Ils ont déduit qu'il y avait une perte de production due aux salissures. Donc on se demande souvent est-ce qu'il faut nettoyer ou pas les panneaux. Et ben voilà, eux sur l'installation, il y a eu une perte de 2,7%. Ils ont eu un gain de production de 2,7% une fois qu'ils ont nettoyé le panneau. Il faut faire le calcul économique. Est-ce que c'est pertinent de le faire ou pas? Sachant qu'il y a j'ai discuté avec aussi une personne de la CNR, qui installe des parcs photovoltaïques qui nous disait les panneaux sont plus ou moins salis en fonction de l'emplacement où ils sont. Si on est à côté d'une carrière, c'est sûr que là, il va y avoir plein de poussière. Si on est à côté d'une forêt, en pleine nature, au milieu des champs, on aura beaucoup moins de poussière. Voilà. Le vieillissement, c'est souvent ce qui nous intéresse. Au bout de 20 ans, les panneaux produisaient encore plus de 90% de la production initiale. Là, ça fait 30 ans qu'ils sont installés, ils produisent à peu près entre 85 et 90% de la production initiale. Donc, en fait, la durée de vie d'un panneau solaire est même au-delà de ce qu'on pensait à l'origine en production d'eau. Voilà, après sur le comportement des modules, c'est un petit peu moins intéressant. Donc, au niveau d'une entreprise, on peut aujourd'hui participer à la transition énergétique. Et pour cela, la première des choses, c'est bien plus rentable que les énergies renouvelables, c'est de regarder si on veut que ça soit rentable, comment on peut diminuer nos consommations. On en parlait tout à l'heure, ici il n'y a pas de chauffage actuellement, voilà, on peut passer par une bonne isolation, par une bonne optimisation des ressources. La priorité, c'est si on peut empêcher la consommation d'énergie, par exemple éteindre quand on sort d'une pièce, etc., par des gestes simples. Ensuite, réduire les consommations. Si on ne peut pas éteindre, on peut changer de basse consommation. Ça revient par l'éclairage, mais ça s'adapte à toutes les technologies.
Et ensuite, une fois qu'on a fait le maximum sur ces points-là, on peut regarder sur le passage aux énergies renouvelables pour diminuer ses consommations ou produire pour revendre sur le réseau. C'est des choses qui peuvent se faire. Rapidement, voilà, ça c'est la production et la consommation d'électricité en 2019. Donc c'est des données qui sont transmises par la RTE, le réseau de transport d'électricité. Donc on voit que voilà, au niveau des entreprises, donc industrie, PME, PMI, plus la partie professionnelle qui est là, la consommation d'électricité, là, on peut agir, notamment sur le tertiaire, où il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Ça, c'est aujourd'hui, en 2021, le mix électrique français installé. Donc on voit en pourcentage, on voit que sur le solaire, on a 8% de la puissance installée, et sur l'éolien, 13%. On dit, bah ouais, mais où est-ce qu'on veut aller? Les objectifs 2030 de la programmation pluriannuelle d'énergie, c'est d'arriver sur ces chiffres-là sur l'ENR. Il y a aussi les bioénergies, on en a parlé, et l'hydraulique. Donc, bioénergie, voilà, on peut un petit peu améliorer. L'hydraulique, très peu, parce qu'en France, ça fait déjà pas mal de temps qu'on exploite quasiment toutes les ressources hydrauliques. Donc c'est très bien. Si on peut grappiller quelques points, tant mieux. Là où il faut faire de gros progrès, c'est sur le solaire et l'éolien. Il faut vraiment mettre les bouchées doubles. Si on regarde en Rhône-Alpes, dans la région, voilà, c'est même sur des quantités plus faibles sur l'éolien et le solaire. On peut dire pas spécialement pour l'éolien, ça peut s'expliquer, parce qu'on n'est pas spécialement un territoire très venteux. Sur le solaire, on est la 3e région la plus ensoleillée de France, sachant qu'on est 4e sur la production photovoltaïque. Là, pour le coup, on est un petit peu de retard. Et on a la 2e consommation la plus importante. Voilà, donc, pour aider à améliorer ça, bien sûr, il y a l'État qui va passer des appels d'offres pour développer le photovoltaïque, l'éolien, tout ça. Mais on peut aussi chacun participer au développement des énergies renouvelables, en tant que particulier et en tant que professionnel, surtout. Donc, une installation éolienne, photovoltaïque, qu'est-ce que ça comprend? C'est assez simple au final. Il y a les panneaux souvent qui sont mis sur toiture. On va en parler là tout de suite. Pourquoi ils sont mis sur toiture? Parce que les tarifs aidés, on a vu, donc je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des tarifs aidés, c'est qu'on va acheter l'électricité à un tarif avantageux. On va vous acheter l'électricité. Ça ne fonctionne que si c'est en toiture, ou alors pour les très grosses installations, au-delà de 500 kg, pour des parcs au sol, et là c'est des appels d'offres de la CRE, on appelle ça Commission de régulation de l'énergie. Et là ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est plutôt sur toiture ou en prière. Donc on a les panneaux solaires, ensuite on a un onduleur qui est là présenté, c'est dessin d'une maison, mais ce serait exactement la même chose pour une entreprise. Imaginez que c'est une entreprise, même un industriel. Ensuite, on peut avoir un ou deux compteurs. Un compteur si le système est en autoconsommation. Autoconsommation totale, ça veut dire qu'on consomme toute l'électricité produite ou avec vente de surplus. On ne consomme pas tout. Là, il n'y aura qu'un seul compteur. Il y aura deux compteurs si on va revendre. Si on va revendre la totalité de la production. En fait, il faut voir que si c'est la vente totale, c'est deux systèmes qui sont séparés. On utilise la toiture pour mettre des panneaux, mais c'est complètement indépendant au niveau électrique de l'installation de l'entreprise. Bien sûr, ensuite, il y a le réseau, donc Enedis, nous, ensuite il y a des régies sur d'autres territoires. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme système en photovoltaïque? Donc, je vous en ai un petit peu parlé. Il y a la vente totale, l'autoconsommation avec vente de surplus ou l'autoconsommation totale. Donc là, sans injection sur le réseau.
vente en totalité et autoconsommation, là, on perçoit un revenu. On va vendre de l'électricité, par exemple EDF obligation d'achat, qui c'est pas le seul aujourd'hui, qui va vous acheter, vous allez lui faire une facture, plus ou moins, il va vous rémunérer pour l'électricité que vous produisez. Et sur l'autoconsommation, là vous allez faire des économies en euros sur votre facture d'électricité. Donc il y a un aspect qui est intéressant, c'est qu'on voit en ce moment les prix de l'énergie augmentent, le prix de l'électricité augmente. Et bien, en fait, sur l'autoconsommation, plus le prix de l'électricité va augmenter, plus vous allez rentabiliser vite votre installation. Quel est l'intérêt de la vente du surplus? Parce qu'après, on peut imaginer repayer son électricité pour. Oui. Alors, on peut le voir juste après, je vois une courbe. Bon, pas tout défiler, ça sera plus parlant. Voilà. On voit sur cette courbe, en bleu, c'est la consommation, votre consommation électrique. Consommation électrique d'une maison, d'une entreprise, ou autre. Voilà. En orange, c'est la production des panneaux solaires. En fait, les panneaux solaires ne vont pas spécialement produire quand vous en aurez besoin. Ils produisent quand il y a du soleil. Donc, ce qui est en vert, c'est ce que vous avez besoin sur place, en consommation. Et ça tombe bien, vous produisez à ce moment-là de l'électricité. Mais on voit au-dessus le surplus, ça c'est les panneaux ils produisent plus que ce qu'on attend. Donc en fait, c'est soit vous les consommez, si vous ne voulez pas vendre le surplus, vous les consommez, donc ça peut être dissipé en chaleur, c'est un peu dommage avec la résistance, c'est de l'énergie qui est perdue en quelque sorte, soit vous la vendez, cette énergie que vous avez perdue. Ça répond à la question. Oui, n'hésitez pas à intervenir. Donc voilà. Voilà. Dans tous les cas, en fait, il s'agit de flux financiers, ces histoires, parce qu'à partir du moment où l'électricité qui est raccordée à un réseau électrique d'une maison qui elle-même est raccordée au réseau Enedis, les électros vont toujours au plus proche. Donc en fait, même si vous revendez à EDF, l'électricité ne va pas aller chez EDF, et après il va la revendre. Elle va aller chez votre voisin si ce n'est pas vous qui la consommez, c'est le plus proche. C'est toujours le système électrique le plus proche qui consomme. Je ne sais pas si je suis clair. Voilà. Si vous êtes intéressé justement pour voir si vous pourriez mettre des panneaux solaires, il y a, en plus, ça tombe bien, la Plaine de l'Ain qui a mis en place un cadastre solaire pour évaluer le potentiel de sa toiture. Donc il y a le lien qui est juste là, vous aurez la présentation. C'est très simple, hein, vous regardez les toits et vous pouvez décider sur le toiture et ça vous dira à peu près quelle puissance peut être installée. Et si c'est intéressant en fonction de l'ombrage notamment, des masses qu'on a. Ensuite, vous pouvez faire venir un artisan pour faire une étude, ou même plusieurs. On a plusieurs avis, plusieurs devis. Notre conseil à l'ALEC, à l'Agence locale de l'énergie et du climat, c'est de ne pas signer un devis tout de suite, explicitement. Il faut l'étudier. Il faut voir parce qu'un système en autoconsommation, ça peut être très intéressant, comme beaucoup moins. Si la puissance qu'on vous propose n'est pas du tout adaptée à votre consommation, financièrement, vous n'allez pas vous y retrouver. Par contre, si c'est bien adapté, vous pouvez vous y retrouver. Sans aucun problème. Donc aussi, par exemple, vous pouvez me contacter pour vous. À l'ALEC, je peux vous conseiller sur des devis. Voilà, si vous avez des petites questions, c'est notre rôle. Pour rappel, on est financé par les communautés de communes, voilà, la Plaine de l'Ain. Donc voilà, on se doit d'avoir un regard objectif et on n'est pas financé pour ça. Enfin, on est financé ici, mais par des instances publiques, donc on n'a pas d'intérêt économique là-dedans. Voilà, c'est le petit aparté. Sur la vente en totalité, donc ce qui est fait, c'est un contrat de 20 ans qui est signé avec, par exemple, l'EDF obligation d'achat. Donc, je disais, à un tarif aidé. Aujourd'hui, sur la bourse de l'électricité,
bourse, hein, le prix varie en permanence. On est à peu près, on va dire en moyenne, à 4 euros du 4 centimes pardon, du kilowattheure, à peu près. Aujourd'hui, si vous installez un système de 3 kW crête de panneaux solaires, on va vous racheter à 17,89 centimes le kilowattheure. C'est pour ça qu'on dit que c'est un tarif aidé. Et ça diminue en fonction de la puissance qui est installée. J'ai donné des surfaces et des prix et des productions approximatives en fonction du type d'installation, de la puissance. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Dans la région, voilà, ça sera à peu près ça, parce que la production, forcément, sera différente à Lille qu'à Marseille. Là, ça serait pour ici, à peu près. L'approximation. Est-ce que vous voulez, n'hésitez pas à intervenir si vous voulez que je détaille un petit peu plus. C'est bien, ouais. C'est pas forcément au sud, le panneau, la surface. Sur une toiture plein sud, ça peut être à l'ouest. Très bonne remarque. L'idéal, on va dire que c'est au sud, à peu près à 30 degrés. Il n'y a pas une énorme influence si vous installez plutôt sud-ouest, un petit peu ouest, ou sud-est, un petit peu est. Par contre, il ne faut pas les installer au nord. Ça ne sera plus du tout la même production. Voilà, si on reste à peu près dans une orientation et une inclinaison qui reste, voilà, on va dire, est, principalement sud et ouest, on sera à peu près dans ces chiffres. Bien sûr, l'optimal, c'est 30 degrés au-dessus. Ça répond à la question. Un petit point aussi à faire, où il faut faire attention, c'est ce qu'on appelle les masques proches, donc l'ombrage. S'il y a des arbres à côté, s'il y a un arbre devant en plein sud, il faut oublier. Il faut mieux décaler l'installation ou voir pour faire autrement. Ne pas négliger des fois les masques lointains, si on est dans une région montagneuse. Les montagnes au loin qui, par exemple, en hiver, on n'a plus de soleil à partir de 15 heures. Il y aura un impact sur la production. Là, les chiffres, c'est sans masque apparent direct. C'est dans une configuration classique pour la plupart dans la région. Les avantages de la vente en totalité, donc je le disais, le tarif de vente qui est aidé, l'électricité qui peut être vendue plus cher qu'elle est achetée. Si on regarde pour un 3 kW, aujourd'hui, le tarif de l'électricité en général est acheté moins cher que ça, on est autour des 15-16 centimes du kilowattheure, on revend quasiment à 18. Le temps de retour sur investissement est facile à calculer parce qu'une installation photovoltaïque, ça produit, contrairement, on parlait tout à l'heure un petit peu du petit éolien, où c'est aléatoire en fonction des endroits. Là, on a des données solaires, on sait que s'il n'y a pas d'ombre ou autre, on sait vraiment calculer la production d'une installation photovoltaïque. Voilà, on peut dire sécuriser un investissement. Ça peut être vu, on en parlait tout à l'heure. C'est un investissement en fait, de la vente en totalité. Ok, on participe à installer des ENR en France, mais si on regarde d'un point de vue uniquement sur nous et financier, c'est un investissement en fait, plus qu'autre chose. Et c'est par contre là surtout optimiser l'utilisation de sa toiture. Les inconvénients, c'est que comparé au taux de consommation qu'on va voir juste après, il n'y a pas de diminution, des factures d'électricité et l'énergie produite, on disait, part entièrement sur le réseau. L'autoconsommation, j'en parlais un petit peu, attention aux idées reçues. Autoconsommer, ça ne veut pas dire qu'on va devenir autonome. C'est complètement différent. C'est impossible aujourd'hui d'être autonome en électricité avec du photovoltaïque sans solution de stockage. Si on veut être autonome, il faudra des solutions de stockage et dans ces cas-là, c'est pas pour l'aspect financier. Ça ne sera pas rentable, sauf si on est très loin du réseau, dans certaines conditions, que ça coûte trop cher en travaux de réseau pour amener l'électricité.
Mais je pense que personne ici est dans ce cas-là. Donc, l'autoconsommation, on en parlait tout à l'heure. L'autoconsommation, pour vous montrer, on peut autoconsommer 100% de sa production. Si, on parlait tout à l'heure du talent de consommation, si on installe une puissance qui est inférieure à ce qu'on consomme en électricité en permanence, on peut très bien autoconsommer 100% de sa production. Par contre, ce que je viens de dire, c'est qu'on ne va pas autoproduire tout ce qu'on a besoin. Ça veut dire que même si on autoconsomme tout, l'autoproduction, elle, c'est le fait de produire ce qu'on a besoin en électricité. Donc là, au mieux, on arrive à 20-30% au grand maximum. On ne pourra pas aller au-delà en autoproduction de 30%. Est-ce que vous me suivez? Oui. Donc voilà, typiquement, en fait, l'autoconsommation, comment ça se passe? Il y a des panneaux solaires pour une entreprise, on pourra particulier, ça marche exactement de la même façon. Il y a des panneaux solaires qui produisent. Tout ce qui peut être consommé sur place directement dans l'entreprise va être consommé par les. Donc, directement là, ça ne va pas être vendu tout de suite. S'il n'y a pas assez de production des panneaux solaires, là, le complément va venir du réseau. Et s'il y a trop de production par rapport aux consommations, là, c'est dans l'autre sens que ça va aller. C'est sur le réseau que ça va partir. L'électricité va en fait aller dans les deux sens, en fonction des besoins. Sur le réseau. Enfin, en fonction des besoins dans l'entreprise, ça va aller dans les deux sens. Au niveau des tarifs d'achat, du surplus et de la prime à l'investissement dont je vous disais tout à l'heure. Donc il y a une prime à l'investissement, toujours c'est en fonction de la puissance installée et une amélioration de l'énergie. Donc là on voit que l'énergie par contre en autoconsommation elle est tout le temps inférieure au prix acheté. Sauf pour certaines entreprises, là il y a un petit niveau en bas pour les installations à haute puissance, donc entre 100 et 500 kW. C'est ce qui nous intéresse pour des entreprises, des grosses entreprises, des industries. Il y a très peu de temps, ça date de la semaine dernière, il y a un nouvel arrêté qui est sorti qui nous permet d'autoconsommer et de revendre l'électricité au même prix que si on faisait de la vente totale. Pour des grosses installations, là pour le coup c'est assez avantageux et assez intéressant. Donc, ça permet qu'on puisse installer des grosses puissances sur par exemple une industrie. Et on se dit ah mince, mais donc en autoconsommation, ah mince, mais par contre on est fermé au mois d'août, donc toute la production, on va la perdre, on va la revendre des cacahuètes. Et ben, en fait depuis la semaine dernière, c'est plus le cas. Même si on est fermé au mois d'août, et ben, toute la production qui sera quand même conséquente, parce qu'il y a pas mal d'ensoleillement au mois d'août, elle va être revendue à un tarif qui est quand même quasiment 10 centimes, donc très avantageux, et qui est le même que sur une installation en vente totale. Donc voilà, il y a pas mal de possibilités qui s'offrent à ça. Je pensais même, par exemple, si on doit installer des bornes de recharge pour véhicules électriques, avec une installation en autoconsommation, là, qu'on consomme ou pas, dans tous les cas, en fait, on va revendre de l'énergie à un prix intéressant. Ça change pas mal de choses là, depuis la semaine dernière sur les grosses installations. Donc je pense pour les grosses entreprises qui ont pas mal de consommation électrique, c'est à mon sens très intéressant. Est-ce qu'on peut imaginer que le stockage, on cherchait des solutions de stockage, finalement la recharge des voitures peut devenir un système de stockage? Oui. Oui. De sorte qu'imaginer un parc qui se fasse recharger à partir du moment où il y a une bonne production. Tout à fait. On en parlait un petit peu tout à l'heure. En plus, il y a les premiers véhicules aujourd'hui électriques qui sortent où il y a de la charge bidirectionnelle. Ça veut dire qu'on peut charger le véhicule avec de l'énergie et ensuite le véhicule peut restituer de l'électricité. On peut brancher un appareil sur la voiture. Il y a une marque, Kia ou Hyundai,
qui viennent de sortir un véhicule il y a quelques mois, où il y a deux prises 16 ampères, une à l'intérieur, une à l'extérieur, et on peut brancher n'importe quel appareil dessus. Et donc, oui, en fait, ça devient du stockage. Et on peut recharger la batterie la journée pendant qu'il y a les panneaux qui produisent, donc envoyer toute l'énergie, un maximum d'énergie dans les batteries. Et quand on a besoin d'énergie plus tard, ou par exemple un professionnel, s'il y a cette installation dans un fourgon, s'il intervient, on peut brancher des appareils, par exemple un marteau-piqueur, au lieu d'emmener un groupe électrogène, le brancher à la voiture et l'utiliser sur le chantier, quoi. Enfin, ça offre plein de possibilités. Donc, les avantages de l'autoconsommation, donc il y a une prime à l'investissement, on l'a dit, il y a une prime à l'intégration, donc l'intégration en toiture, ça veut dire qu'on enlève les tuiles et les panneaux viennent faire l'étanchéité. Ça faisait quelques années que cette prime avait disparu, elle revient. Voilà. Et un montant qui est pour le coup assez intéressant, c'était dans ma première lettre. Le montant sera assez intéressant pour le coup. Après, il y a eu quelques problèmes à une époque d'étanchéité, donc voilà, il faut que ça soit bien fait. Il faut faire attention à ça. Ça permet de produire plus que ce qui est consommé sur le site, et pour des grosses puissances, de faire une installation en autoconsommation, comme je le disais, pour des grosses puissances, ça peut être un mix entre de l'autoconsommation et de la vente du surplus, qui est au même prix que la vente de la totalité. Donc ça devient un mélange des deux. Là, j'en parle justement dans les inconvénients. L'électricité est vendue moins cher qu'en injection totale, sauf pour les grosses puissances. Et par contre, là, quasiment tout le temps, elle est vendue moins cher que ce qu'elle est achetée, sauf pour certains industriels qui, en été, ont des prix très avantageux. Mais ça, au-delà de 36 kg en abonnement, de 36 kW, c'est ce qu'on appelle les tarifs bleus, il n'y a pas de tarif réglementé. C'est négocié avec son fournisseur. Et le temps de retour donc dépend de l'évolution des prix d'achat d'électricité. Il est entre guillemets difficile à prévoir, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, plus le prix de l'électricité va augmenter, plus le temps de retour sur investissement sera faible. Parce que en fait, l'autoconsommation, c'est comme si on vendait l'électricité au prix où on l'achète. Je ne sais pas si vous voyez, vous comprenez un petit peu l'analogie. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, j'ai peut-être fait un petit peu vite. Juste, est-ce qu'il y a eu un moment, il y a eu beaucoup d'arnaques là-dessus des installateurs, est-ce que là maintenant il y a moins d'arnaques sur le marché? Les choses qui ont été mises en place, oui, il y a des sites un petit peu ressources sur Internet qui sont notamment qui ont des financements souvent en partie publics, justement parce que ça aide à éviter les arnaques. Je pense à Photovoltaïque Info, qui est un site vraiment ressource sur le photovoltaïque aujourd'hui. Il y en a d'autres. Je crois que justement il y a le lien sur Photovoltaïque Info où on peut étudier son devis. Donc on met sa localisation, on renseigne quelques infos, on met le prix qui est proposé par l'installateur et il va nous dire si, le site va nous dire rapidement si oui, ce qu'il nous promet, c'est vrai ou pas. Je vous invite aussi à regarder ces productions. En fait, le ratio est assez facile à calculer entre la puissance installée et la production approximative annuelle, parce que souvent c'est là-dessus que certains professionnels un peu malveillants jouent. Ils vous promettent un peu la lune, ou ils vont vous promettre une production qu'on peut atteindre en Corse en plein été. C'est pas cohérent. C'est assez facile à. En fait, on fait par exemple un 3 kW, on va faire fois 1100 en fait. Donc à chaque fois on fait fois 1100, si vous regardez. Ensuite, voilà, on vous met des coûts approximatifs, c'est ce qui se fait à peu près aujourd'hui sur le marché. Ensuite, là où il faut faire très attention, je pense, c'est sur l'autoconsommation.
un professionnel qui vient chez un particulier, je prends le particulier parce qu'il y a beaucoup moins de diversité de consommation électrique chez le particulier que chez une entreprise. L'entreprise, il y a tous les niveaux et ça. Qui va chez un particulier qui dit on installe un 9 kg en autoconsommation, il faut se méfier. Aujourd'hui, personne, enfin quasiment aucun particulier va autoconsommer suffisamment d'électricité sur un 9 kg. Après, ça va voir au cas par cas, hein, mais voilà, en global, c'est ça. Et après, si vous avez un doute, bah, vous pouvez appeler Malek. On est aussi là pour ça. Mais principalement des missions sur le bâti, on va dire, mais on répond sur toutes les questions d'énergie. Là, on s'engage sur 20 ans. Le particulier qui prend un contrat sur 20 ans, il vend sa maison au bout de 8. C'est-à-dire que le futur acquéreur, il est obligé de reprendre le contrat. Alors, voilà, je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais il me semble que ce n'est pas une obligation. C'est compliqué là. Ouais, c'est ça, je sais pas. C'est pas une obligation. Il peut le reprendre, Ou pas. mais il peut demander à ce que non, on arrête. Ouais. Il y a autre chose aussi qui est sorti la semaine dernière, c'est tout nouveau, donc on n'a pas encore des retours d'expérience et assez de recul face à ça, et assez d'informations aussi, parce que bon, c'est des lois qui sortent, et les lois, il y a toujours des interprétations possibles. Mais apparemment, il va être possible maintenant de modifier son contrat. Ça veut dire si on était en vente totale, gardez des guillemets sur ce que je dis là. Mais c'est ce qui apparemment se profile, c'est que si on a un contrat en vente totale, on pourrait le passer en autoconsommation sous certaines conditions, et sur les 20 ans, on aurait le droit de faire 2 fois cette switch. Comment est-ce que ça peut être intéressant de faire ça? Enfin, à quel moment ça peut être intéressant de faire ça? Si on a une installation en vente totale, et qu'on augmente par exemple nos consommations d'électricité, on se dit, ah bah mince, je passerai bien l'autoconsommation, surtout que dernièrement le prix de l'électricité il a bien augmenté. Donc, je préférerais faire diminuer ma facture plutôt que de revendre à un coût fixe sur 20 ans. Dans ces cas-là, ça peut être intéressant. Et inversement, si ensuite il y a une grosse chute, voir si on ne peut pas repasser en vente totale. Attention parce que aussi les prix évoluent. En total, si vous arrêtez votre contrat, si vous le reprenez plus tard, ça sera avec le tarif en vigueur. Vous ne reprendrez pas votre tarif initial. Voilà. Enfin, ça bouge pas mal sur le photovoltaïque et les ENR en général, on l'a vu aussi tout à l'heure. Mais il y a des choses intéressantes à faire. Merci. Merci. Voilà, passer sur une partie plutôt Enedis et raccordement. Oui, alors, si vous avez déjà été bien dans la production, c'est débloqué, hein, mais on est potentiellement, peut-être vous bientôt, productrice, quand vous serez arrivé dans la veille. La fourniture, on a 90 fournisseurs d'électricité. En ce moment, le marché est complètement ouvert. 90 fournisseurs d'électricité, c'est les derniers chiffres. Voilà. On verra comment ça va évoluer avec une petite augmentation des prix, mais voilà. Et puis, il y a c'est deux secteurs qui sont complètement ouverts. Et puis, il y a donc 2 secteurs qui sont régulés, donc c'est le transport. Les chiffres évoqués tout à l'heure, c'était les chiffres de RTE, hein, qui est en charge de l'équilibre du système électrique français, donc complètement régulé, et la distribution. Le réseau de distribution, donc Enedis, complètement régulé. Enedis est présent donc, sur 95% du réseau. Pour se rappeler comment ça fonctionne, un réseau de distribution, les postes sources, c'est un peu plus on va faire le point de consommation, plus on va baisser la tension. Hein, c'est un peu le principe. On a des postes sources, un ici dans le PIPA, la personne Nicolas est parti, qui s'appelle le poste des tâches, là, où on répartit toute la puissance du PIPA. On a après des réseaux à 20 000 volts. On va raccorder des installations d'énergie renouvelable sur le réseau à 20 000 volts, les grosses puissances. Hein, les grosses puissances sont raccordées directement sur le réseau à 20 000 volts. On a des transformateurs qui vont transformer donc, du 20 000 volts jusqu'à la basse tension. Et on a le réseau à basse tension, c'est ce qui vient jusqu'à votre maison, chez vous, pour alimenter le branchement. Et on raccorde une très très large majorité des installations, notamment des petits photovoltaïques, des petites éoliennes, sur le réseau à basse tension. Donc on est sur ce type de raccordement. Alors,
justement sur le fonctionnement du système. Le système électrique, il a été fait pour fonctionner de l'amont vers l'aval. On produit et puis on va vers la distribution. Plus on met des petites éoliennes, plus on met des parcs photovoltaïques, plus on insère de l'énergie renouvelable, on change un peu le principe de fonctionnement du réseau. Et maintenant, on a de la production qui est au plus près de la consommation, contrairement à ce qu'on faisait d'avant. Et donc, ça modifie complètement la façon de penser le réseau. Et donc, Enedis, le distributeur, adapte le réseau, fait un certain nombre d'investissements et puis de modifications de la façon de conduire le réseau pour cette nouvelle donne. Tout simplement, c'est le 15 août, les panneaux photovoltaïques produisent à plein, mais il n'y a pas de consommation. Ça a une influence sur le réseau, ça fait monter les tensions, il y a besoin de conduire les choses différemment, et donc on est en train, on a déjà commencé depuis un moment, à piloter le réseau différemment. La transition énergétique, c'est aussi ça, hein, c'est d'adapter le réseau. Je développe pas plus le décor, et puis dans l'un, pour la petite histoire, il y a 350 000 millions, un peu plus même. Voilà. Rapidement, ce qu'on fait à Enedis, je vais parler un petit peu, mais assurer le comptage des consommations pour les fournisseurs d'énergie, c'est fondamental dans toute la discussion et tous les exposés qui ont lieu. Il faut compter l'énergie. On parlait d'un système qui permettrait de racheter l'énergie en trop, tout ça, c'est parce qu'on compte l'énergie. C'est fondamental et c'est une mission du distributeur, parce que c'est indépendant. On raccorde des clients au réseau. À chaque fois qu'on va raccorder une nouvelle installation photovoltaïque, il faut la raccorder au réseau. Et puis le reste, c'est des choses qui sont plus classiques, mais ça, ce sont vraiment, en matière de transition énergétique, les deux missions un peu phares du distributeur, et en tous les cas d'actualité. Je parlais d'adaptation du réseau. Alors il y a un élément central dans cette adaptation du réseau, c'est le compteur communicant. Certains l'appellent Linky, mais c'est un compteur communicant, voilà, qui permet d'avoir des capteurs sur le réseau, d'avoir des positions des tensions, de savoir un peu ce qui se passe sur le réseau. En parallèle avec ce compteur qui vient compter l'énergie qu'on va injecter et celle qu'on va soutirer, mais on a installé d'autres capteurs sur le réseau, à d'autres endroits, qui fait qu'on numérise le réseau et on le rend de plus en plus intelligent. C'est vraiment, quand on dit smart grid, on est vraiment dans cette époque-là. Alors, vous voyez que la production, on multiplie par 3 fois plus de producteurs de ENR en 2028. C'est les cours qui ont été exposés tout à l'heure. Voilà la traduction. Donc on en avait 400 000 en 2018, et puis vous voyez, on dépassera largement le million en 2028. Et donc 95% en gros, la quasi-totalité est raccordée au réseau de distribution. La production raccordée au réseau de transport, globalement c'est marginal. Les clients qui sont raccordés en autoconsommation, les voilà. Et puis là aussi, phénomène en augmentation sur le sujet. Et puis il y a un point aussi qui va modifier fortement, je pense, les réseaux de distribution, c'est les recharges des véhicules électriques. On prévoit 7 millions de points de recharge installés d'ici 2030, et donc il va falloir les raccorder. Ce sont des fortes puissances, avec des incidences aussi sur le réseau, donc on s'aidera des capteurs qu'on a mis en place. Pour la petite histoire, les compteurs communicants, Linky, c'est 35 millions de compteurs, et le déploiement s'achève à la fin de l'année. On aura mis 6 ans à remplacer presque 36 millions de compteurs. Et donc dans la projection, sur les schémas directeurs sur lesquels il y a des réflexions qui s'engagent au moment, on a une projection en 2035 de 100 000 véhicules électriques, et donc il faudra bien les alimenter. Donc l'incidence sur. Alors, le raccordement de l'installation de production, ça a été largement développé, les 3 types. Et puis, il y a un moment important pour un producteur, un futur producteur. Déjà, ça va être Enedis, mais ça c'est effectivement important, mais c'est son raccordement. Le raccordement, c'est souvent perçu comme quelque chose de compliqué, d'ailleurs. C'était évoqué tout à l'heure, le raccordement. Il y a une époque, quand on raccorde, on a besoin de soutirer et puis d'injecter. Ça peut parfois être compliqué, ça peut l'être. On a un peu unifié nos procédures quand on fait une demande de raccordement. On est producteur, on est consommateur, on est consommateur. On aura la réponse au raccordement qui va bien. Si vous êtes amené à faire une demande de raccordement, il y a un site en ligne. La demande en ligne est à faire en ligne. C'est plutôt bien fait désormais, je pense.
il y a beaucoup de choses qui sont demandées. D'ailleurs, tout à l'heure, c'était cité dans les documents administratifs. Donc on voit bien l'image que ça a. Parce qu'il y a un certain nombre d'obligations, légales, qui font la photocopie d'arrêté du permis de construire. C'est obligé, on ne peut pas faire autrement. Voilà. L'Enedis n'invente rien. On a une mission de service public et on respecte les textes. Et donc, c'est marqué que c'est marqué qu'il faut un plan de base, qu'il faut ceci, qu'il faut ça. Donc, on est sur ces sujets-là et on essaye de faciliter au mieux la vie des clients pour se raccorder. Je ne vais pas rentrer dans le détail du raccordement, mais je peux juste ajouter, je vais te couper. Sur le site d'Enedis aussi, c'est vraiment bien fait. Pour le coup, on peut faire des simulations de raccordement aussi. Et ça va nous donner une estimation de savoir si c'est un raccordement simple ou pas. Et du coup, derrière, et voilà. Effectivement, à un moment, on va chercher à raccorder une installation photovoltaïque. On va se raccorder sur la distribution, on l'a dit, on ne peut pas faire autrement. À moins d'avoir des batteries où les sites isolés sont très très rares. En montagne, moi je connais un dans le Rhône, il n'y en a pas dans la connaissance, c'est très rare. Mais quand on va chercher à se raccorder sur le réseau de distribution, peut-être que le réseau ne sera pas en capacité tout de suite d'accueillir la production. Peut-être qu'il va falloir le renforcer. Et ce renforcement, il peut avoir un coût. Le coût, là, dans le cadre du plan de production, c'est le producteur qui va le supporter. Donc on parlait tout à l'heure de cadastre solaire, donc il faut à la fois la bonne orientation à 30 degrés au-dessus de mer et que le réseau soit en capacité de pouvoir le faire. Donc on fait effectivement des simulations de raccordement. On travaille beaucoup, alors peut-être certains avec les centrales villageoises en particulier, qui ont des projets, un nombre de projets importants. Et puis on essaie de leur dire, sur ces projets-là, il n'y a pas de difficulté. Ces projets-là, il y aura un coût de raccordement qui sera sans doute un petit peu plus fort. Puis ceux-là, ça va vraiment être compliqué. Voilà. Ce qui permet d'orienter par quel sens, par où commencer, et d'avoir déjà une première approche économique. Effectivement, c'est une précision importante. Proposition de raccordement, je vous passe les détails. Et puis, ça a été dit aussi, la nerf de la guerre pour les raccordements, c'est les compteurs. Voilà. On va compter la production, on va compter ce qu'on soutire, on va vérifier, notamment quand on est dans la vente en totalité, on va compter la consommation, et puis on va compter la production, on va vérifier que dans ce circuit-là, parce qu'on a dit que c'était deux branches séparées, qu'on n'y a pas consommé non plus. Donc le compteur communicant, c'est lui qui le permet. Voilà. Bon, des schémas de raccordement, je ne m'attarde pas. Le signature, le contrat d'accès au réseau et d'exploitation, c'est ce qui fait que c'est l'utilisation du réseau, le réseau sur lequel on va injecter. Ça, c'est un point complètement indispensable pour pouvoir commencer à produire et être raccordé au réseau. Ça peut paraître procédurier, mais c'est complètement indispensable. Voilà. Il y a des accueils qui sont à disposition, ils sont désormais uniques. On a des traitements un petit peu à la maille nationale pour traiter tout ça. Et puis, je vous ai remis ici. On parlait tout à l'heure d'obligation d'achat, oui, souvent on passe très très largement par des obligations d'achat, donc quelques coordonnées autour de ça. Voilà, vraiment très rapidement ce qu'on pouvait dire sur la part et la place du réseau dans la transition énergétique et le raccordement des énergies renouvelables.